Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne Afrique 1. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir sur le plateau Amadou Ly. Amadou Ly est le leader du parti politique Yeesal En Marche qui signifie le renouveau en marche. Il était également candidat aux dernières élections législatives. Amadou, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Fatabdou, merci à vous de nous avoir invités et bonjour à l'ensemble de vos téléspectateurs et auditeurs. Merci beaucoup. Alors Amadou, vous avez participé à la dernière élection, aux dernières élections législatives du 17 novembre passé. Quel bilan faites-vous de votre participation? Alors effectivement, nous avons eu l'honneur d'aller à la rencontre des Sénégalais pour solliciter leur suffrage dans le cadre des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 au nom de la coalition Waref. Donc Waref qui veut aussi dire le devoir. Et avant de peut-être parler du bilan, juste expliquer pourquoi nous avons créé cette coalition-là, parce que je suis de la coalition du régime actuellement en place, donc de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dont j'ai été le directeur de campagne adjoint en charge de la stratégie et des finances, dans le cadre donc de la coalition éponyme Diomaye Président, qui l'a porté à la magistrature suprême. Mais comme je dis, une des, comment on appelle ça, un des principes forts, une des promesses fortes que nous avons faites aux Sénégalais lors de l'élection présidentielle, c'était de dire que nous allions apporter des changements, la rupture. Vous l'avez dit, le nom de notre parti, c'est Yeesal En Marche. Vous avez choisi de le traduire en tant que renouveau, mais en vérité, c'est un mot polysémique en français. C'est à la fois le changement, la réhabilitation, le renouveau, etc. La reconstruction. Donc, pour nous, cette idée de rupture, d'une certaine manière aussi, c'est Yeesal. Et ça nous tient à cœur. Et on a considéré que peut-être le choix qui a été fait de partir au nom du parti PASTEF était, de notre point de vue, un choix de la locomotive de la coalition Diomaye Président qui nous obligeait aussi à aller à la rencontre des Sénégalais pour leur proposer ce que j'ai appelé une alternative responsable. C'est-à-dire, on a même dit, Waref, l'alternative responsable. Et le bilan qu'on en fait, alors, il y a plusieurs façons de lire ça. Si on se limite à l'objectif principal qui était d'accéder à l'hémicycle, naturellement on dirait que l'objectif principal n'est pas atteint. Mais ça c'est, je dirais, une lecture superficielle des choses. Pour des acteurs nouveaux comme nous qui viennent à peine d'entrer dans la politique depuis peut-être 2-3 ans à l'échelle locale et puis bon, en train d'essayer de se faire leur petit bonhomme de chemin dans l'espace politique ou dans l'échiquier politique sénégalais, nous considérons que nous sommes encore des novices en politique et que nous avons beaucoup de choses à apprendre et justement on a un certain nombre d'objectifs intermédiaires qu'on doit se fixer, notamment en termes de compréhension du jeu politique sénégalais, comment il fonctionne, les réalités politiques, les trahisons, les coups bas, les ceci, cela, etc. Par exemple, on a eu 6 départements dans lesquels on avait des accords avec des gens qui se sont désistés pour certains à 2-3 jours du dépôt des listes, pour d'autres après le dépôt des listes. C'est-à-dire ils sont candidats sur votre liste, mais finalement ils n'ont pas battu campagne pour vous parce qu'ils ont décidé de rejoindre le PASTEF avec leurs propres raisons qu'on peut accepter. Donc ça, si on n'était pas parti aux élections, on n'aurait pas pu le découvrir. Et il y a plusieurs, comme j'ai dit, enseignements. Un des principaux enseignements également, c'est le fait que on a pu, bon, sans jeter la responsabilité sur qui que ce soit, mais on a construit, compte tenu des délais courts dont nous disposions pour construire la coalition, forcément on s'est allié avec, on va dire, certaines personnes sans nécessairement avoir une totale compréhension ou maîtrise de leur représentativité nationale. Donc, si je viens vous voir en vous disant Fatabdou, on va travailler ensemble, je veux qu'on travaille ensemble, j'ai un mouvement national ou j'ai un parti qui est représenté dans un certain nombre de départements, avec 2 semaines de délai pour travailler et construire des listes, peut-être que vous n'aurez pas le temps de vérifier. Vous n'avez pas eu le temps, vous aussi, de vous préparer en fait pour aller à ces élections législatives. Absolument. Et si on était le PASTEF, on n'aurait pas eu de problème. C'est-à-dire, on est aussi un jeune parti, comme je l'ai dit, qui n'a pas encore une certaine représentation partout dans le pays. Et qui pensait peut-être être investi sur la liste de PASTEF. Non, du tout pour le coup. C'est-à-dire, si on était parti sur sous la bannière de la coalition Diomaye Président, là, oui, on aurait pu aspirer à être investi, parce que j'imagine que ça aurait été un processus démocratique, où on aurait demandé aux gens quels sont ceux qui sont intéressés pour être candidats, et le cas échéant, on aurait levé la main pour dire oui, nous voulons être candidats, soit sur la liste nationale ou sur la liste départementale de Keur Massar, qui est notre base politique. Mais puisque la coalition Diomaye Président n'est pas partie, le PASTEF a décidé de partir, et j'ai dit que pour moi, c'était une question de cohérence. On ne peut pas
On ne peut pas vouloir renouveler l'espace politique, renouveler la pratique politique au Sénégal et continuer à perpétuer les pratiques d'avant qui consistent à juste créer un parti pour que ce soit une sorte de parti cabine téléphonique là, qui s'agrippe à tout vase, aux locomotives principales, juste histoire d'obtenir un poste pour le leader. Oui. Pour moi, la politique doit dépasser cela. Pour moi, vraiment, le sens de notre engagement. Moi, je suis un chef d'entreprise et je pense avoir commencer à essayer de faire mes preuves dans ce domaine d'activité-là, employant une centaine de personnes, avec une capacité de déploiement qui peut aller jusqu'à 8000 personnes à employer si on nous laissait travailler correctement. Je ne vais pas ouvrir un autre débat, mais véritablement, on est dans un domaine où nous avons un leadership, où nous avons un savoir-faire confirmé. Et vraiment, c'est-à-dire, c'est pas laissez-nous, on va apprendre à faire le métier, on sait faire. Et donc, si ce n'était que des questions d'accomplissement personnel, la mission de chef d'entreprise est suffisamment exaltante et suffisamment prenante pour qu'on s'en limite à cela. Si on a décidé de nous engager en politique, c'est parce que nous pensons justement que cette mission de chef d'entreprise est beaucoup trop restreinte pour impacter toute la population sénégalaise. Et qu'à ce titre, nous devons, nous appuyant sur l'expertise que nous avons, la volonté que nous avons, l'ambition que nous avons pour le Sénégal, d'essayer donc d'aller à la rencontre des populations pour leur expliquer qui nous sommes, leur expliquer quelle vision nous avons, quelle ambition nous avons pour le Sénégal. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes déçu de ne pas avoir été député à l'Assemblée nationale? Absolument pas. Je ne suis absolument pas déçu parce que tout simplement, comme je dis, si on regarde l'objectif principal d'accéder à la magistrature suprême, à l'Assemblée nationale, oui. On aurait pu dire oui, on est déçu parce qu'on n'est pas rentré. Mais encore une fois, pour avoir été un chef d'entreprise qui a bâti une entreprise à partir d'absolument rien, si vous commencez à partir de zéro, jusqu'à une centaine de personnes, enfin zéro, peut-être vous seul comme employé, jusqu'à avoir une centaine de personnes qui travaillent pour vous, c'est que vous avez su faire des efforts, développer quelque chose. Et c'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas arriver dans l'espace politique, dans l'arène politique, si tant est qu'on puisse qualifier ça d'arène. Je préfère le terme espace, donc vous ne pouvez pas arriver dans l'espace politique et vouloir tout d'un coup, comme par une opération de, je ne sais quoi, du Saint-Esprit, vous imposer par-dessus tout le monde. Je pense que c'était important d'aller se mesurer. C'est facile, c'était tellement plus facile d'aller jouer des coudes au niveau de PASTEF, d'aller essayer de rencontrer le leader de PASTEF pour lui demander de nous investir sur la liste, etc., de jouer des coudes en appelant à gauche, à droite, il faut qu'on m'investisse, etc. Mais et je vois des gens dire oui, j'ai gagné, mais tu as gagné avec PASTEF, donc on ne sait pas trop quelle est ta contribution marginale dans ce qui a été gagné. Moi, au moins aujourd'hui, avec moins de 6 000 voix, je sais que pour le moment, on a moins de 6 000 voix à l'échelle nationale. Et nous savons donc quel est le travail. Et quoique, il n'y a même pas de logique absolue dans ça. Je prends un exemple concret. Oui. Dans le département de Keur-Massar, qui est ma base, où je suis allé en 2022 aux élections locales, la commune de Keur-Massar Sud, il y avait 16 candidats, je suis arrivé deuxième. En tant que mouvement indépendant, connu de nulle part, un ovni qui vient de sortir 5 mois, 6 mois sur l'espace politique là-bas local. 1800 voix, on était à peine 500 voix derrière le candidat de PASTEF qui était porté, l'actuel maire, donc Mohamed Bilal Diatta, qui était de PASTEF, mais porté par une coalition, la coalition Yewwi Askan Wi. 500 voix d'écart. Ils avaient 2300 et quelques voix, on était à 1800 voix. Là, on est sur une élection locale, dans une seule commune. On va au département cette fois-ci, dans le cadre des élections législatives, on sort dans tous les départements avec 522 voix. Et qu'est-ce qui explique cela? Alors, moi je pense qu'il y a plusieurs facteurs. J'ai dit que il y a le positionnement que nous avons choisi d'avoir. Il y a une certaine bipolarisation de l'espace politique sénégalais entre pouvoir et opposition. Donc quand vous avez quelqu'un qui développe une théorie de centriste finalement, qui consiste à dire je suis avec la majorité présidentielle parce que j'ai fait partie il y a 6-7 mois de ceux qui l'ont porté à la magistrature suprême, donc je suis actionnaire de cette victoire. Quelles que puissent être les actions que je détiens, je suis actionnaire de cette victoire. Première chose. Et je pense que ce ne sont pas des actions si minimes que ça, parce qu'autrement, on ne serait pas directeur de campagne adjoint. Je pense que si les gens ressentent le besoin de faire de vous un directeur de campagne adjoint, c'est que même si vous n'avez pas l'électorat, vous avez une crédibilité de par votre parcours, de ce que vous représentez dans la vie de tous les jours, pour que les gens ressentent le besoin de vous afficher à ce niveau-là. Et que, en plus de cela, vous ne vous êtes pas contenté de vous afficher, vous avez travaillé, œuvré et fait un effort. Tous les gens de PASTEF qui sont dans le département de Keur-Massar peuvent attester des efforts financiers, matériels et comment on appelle ça, humains, que nous avons déployés pour l'élection présidentielle au niveau du département de Keur-Massar et dans certains départements, notamment au Fouta, dans le département de Podor, où nous avons été sollicités, où nous avons répondu présent. Mais encore une fois,
ça n'empêche pas que, étant dans la mouvance, ayant notre parti politique, quelque jeune qu'il puisse être, nous avons la vocation d'un parti politique, c'est de participer à la gouvernance d'un pays. À défaut de le gouverner, d'être celui qui est dépositaire de cette mission-là en tant qu'élu, au moins que vous soyez parmi ceux qui sont en train de gérer le pays. Parce qu'autrement, les idées que vous avez, ce que vous défendez, ce que vous voulez faire pour le pays, vous n'allez jamais pouvoir les mettre en œuvre. Et par cohérence, on ne peut pas juste se contenter de s'agripper aux autres en se disant, bon, je peux, en suivant un tel, bénéficier de ceci ou de cela. Moi, je pense que les gens s'associent parce qu'ils ont une vraie convergence. Et c'était le cas, et c'est toujours le cas. On a une convergence sur l'ambition, le projet de rupture. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, parce que lors de la présidentielle, vous avez soutenu le candidat Bassirou Diomaye Faye, devenu aujourd'hui le président de la République du Sénégal, et lors des élections législatives, vous l'avez dit, vous êtes parti avec votre propre coalition. Oui. Est-ce que vous êtes toujours dans la mouvance présidentielle? Vous êtes toujours dans la coalition Diomaye Président? C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Alors, pour moi, la coalition Diomaye Président était un véhicule électoral. Donc l'élection, elle est passée. À aucun moment, je n'ai participé à une réunion où on a dit qu'on voulait en faire un véhicule politique. Donc à partir de là, je considère que sa mission, qui était justement de faire du candidat Diomaye un président, coalition Diomaye président, cette mission, elle est accomplie. Donc tant qu'on ne m'appelle pas dans une réunion ou une concertation... Il y a une réunion récemment à Bambey avec la présidente de la coalition Diomaye Président, Aïda Mbodj, pour faire le bilan de la campagne électorale de ces élections législatives. Alors, ça j'y viens. J'aurais juste finir sur la bipolarisation. Et s'il vous plaît, relancez-moi sur cette question-là parce qu'elle est importante. Donc, je disais, la bipolarisation, j'y reviens. C'est-à-dire sur le fait qu'on a le pouvoir versus l'opposition. J'ai été dans la coalition Diomaye Président, je suis dans la coalition Diomaye Président et surtout, je suis avec le président de la République. Moi, mon baromètre de constance ou de cohérence pour savoir est-ce que je suis de tel côté ou de tel autre côté, ce n'est pas telle ou telle coalition, mais c'est le président de la République. Parce que c'est le président qui, étant candidat, avait fait appel à moi pour que je le soutienne. Je l'ai soutenu et le véhicule politique, électoral qui avait été mis en place pour pouvoir aller à la conquête des électeurs, j'y ai été même pleinement été. Et une fois qu'on sort de cela et que justement la locomotive même de ce train-là décide de partir en tant que parti aux élections législatives, mais je pense que la cohérence voudrait, par souci de cohérence, encore une fois par rapport à la promesse qu'on a faite aux Sénégalais de la rupture. Moi, ce en quoi je crois, je pense qu'on a besoin d'une assemblée plurielle. Il faut qu'on rompe avec les pratiques d'avant où on a une assemblée qui est majoritairement, et c'est le cas aujourd'hui, affiliée du même bord politique que l'exécutif. Le gouvernement est majoritairement, comment on appelle ça, c'est même pas majoritairement, exclusivement porté, et c'est normal, c'est eux qui sont élus par la coalition qui a permis au président d'accéder au pouvoir. J'aurais voulu que justement il y ait plus de gens qui partent de leur côté pour les législatives pour avoir une certaine garantie de liberté de ton à l'hémicycle, pour ne pas être tenu par l'obligation de réserve ou l'obligation de solidarité qui, et c'est normal, pèse sur toute personne qui a cheminé avec quelqu'un pour conquérir un pouvoir. Vous avez conquis le pouvoir. Mais après l'avoir conquis, je pense que le contrôle qui devait se faire au niveau de l'Assemblée nationale, vraiment, je considérais, de mon point de vue, et c'est ce que je crois toujours, et il aurait été bien qu'il y ait plus de pluralité d'opinion au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que ce qu'il y a en face, ça ne va pas créer de la pluralité. C'est une opposition qui va être plus dans le rapport de force, le tiraillement, et ça ne fera pas avancer le Sénégal. Nous voulons, plutôt qu'au sein de la coalition Diomaye elle-même, que justement, nous aurions aimé qu'il y ait plus de gens qui ont pris l'initiative que nous avons prise et peut-être même justement plus qu'on se soit réunis même en plusieurs sous-groupes parce qu'il y avait de la place pour ça, pour nous assurer qu'on aurait eu peut-être 2-3 groupes parlementaires qui sont de la mouvance présidentielle, mais qui se donnent quand même une certaine forme de liberté de ton pour ne pas être tenus par un parti politique, mais véritablement être tenus par les engagements qu'ils ont pris auprès des Sénégalais pour qu'ils leur confient la magistrature suprême. Pour moi, le véritable vecteur directeur de l'action aujourd'hui de l'Assemblée nationale et de nos députés, ça ne doit pas être de dire est-ce que... Alors, j'ai entendu
le président du parti PASTEF, Ousmane Sonko, dire justement que les députés de PASTEF devaient être des députés du peuple et non pas des députés du pouvoir. Parti, oui. C'est ce qu'ils ont dit. J'ose espérer que c'est vraiment ça qui va se passer. Mais je pense que la meilleure façon de garantir cela aurait été justement de soit partir au nom de la coalition Diomaye Président ensemble comme véhicule politique nouvellement encore électoral pour les législatives, en discutant avec les alliés pour qu'on puisse construire les listes, voilà, et discuter vraiment avec tout ce qu'il fallait en termes de, comment on appelle ça, de feuille de route, de ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, parce que tout peut se discuter. Très bien. Et justement, pour revenir peut-être sur la coalition Diomaye Président, certains qui ont peut-être même présenté leur candidature lors de ces élections législatives en dehors du parti PASTEF ont été retirés du groupe WhatsApp du parti au pouvoir ou de la coalition au pouvoir Diomaye Président. C'est la raison pour laquelle je vous ai posé la question tout à l'heure. Est-ce que vous êtes toujours dans cette coalition où des réunions se tiennent? La dernière en date, c'est la réunion sur le bilan de cette campagne électorale, de ces élections législatives dirigées par la présidente Aïda Mbodj. Alors, bon, la présidente Aïda Mbodj, que je salue au passage pour le respect que je lui dois, ne serait-ce que parce que c'est mon aîné. Mais effectivement, le groupe WhatsApp, par exemple, de la coalition Diomaye Président, le jour même où j'ai fait ma première déclaration au niveau de la RTS, c'est ce jour-là même, le soir même, juste après la diffusion, que Aïda Mbodj a retiré mon nom du groupe de la coalition Diomaye Président. Cela ne me guère parce que je considère que bon, c'est pas dans le groupe WhatsApp qu'on administre une coalition. Et de mon point de vue, ça c'est la première chose. Si un jour, si elle en est investie, je ne suis même pas sûr qu'elle ait ce pouvoir-là, mais si jamais elle en était investie, je pense que la forme voudrait que, de la même manière qu'on nous avait fait signer une charte pour adhérer à la coalition, eh bien que soit on nous demande, on nous notifie de manière écrite à travers un courrier disant Monsieur Amadou Ly, président du parti Yeesal En Marche, vous aviez signé la charte de la coalition Diomaye Président en date de XYZ, etc., etc. Étant donné ceci, cela, parce qu'il faut motiver, je pense qu'il y a une décision, nous avons décidé de vous considérer dorénavant comme étant démissionnaire ou que nous avons décidé de vous exclure de la coalition Diomaye Président. Tant que cet acte n'est pas posé, ce n'est pas un groupe WhatsApp, la présence dans un groupe WhatsApp ou non, qui va faire que je vais dire je ne suis plus membre de la coalition Diomaye Président. Vous avez raison, cette réunion-là, je n'étais même pas au courant qu'elle a eu lieu, parce qu'effectivement, peut-être ils ont utilisé ce canal-là pour convoquer les gens. Je ne crois pas non plus que la coalition Diomaye Président ait son siège à Bambey. Ça, je pense que peut-être c'est la présidente qui a voulu organiser sa réunion là-bas pour des raisons qui lui sont propres. Mais encore une fois, je pense que si véritablement on veut faire de la coalition Diomaye Président un véhicule politique, il va falloir changer de mode de gouvernance, il va falloir changer de façon de faire. Ce ne doit pas être un véhicule qui se contente juste de réunions dans un groupe WhatsApp ou ce genre de choses. Il nous faut plus que ça. Alors, et aujourd'hui, certains pensent que Ousmane Sonko doit rester à la primature. D'autres estiment qu'il doit diriger la présidence de l'Assemblée nationale. Quelle est votre position là-dessus? Alors, c'est très simple, je n'ai aucune position là-dessus. Parce que je pense que dans les deux stations, il aura à servir le pays. Donc, c'est lui qui a les éléments qui lui permettent d'apprécier où est-ce qu'il pense pouvoir être le plus utile par rapport à la promesse que nous avons ensemble faite aux Sénégalais. Aux Sénégalais. C'est-à-dire, véritablement, je pense que tous ceux qui s'amusent à essayer de faire de la loterie, là, bon, ils s'amusent, quoi. Mais vous n'êtes pas en possession de tous les éléments qui permettent de savoir, en tant que Premier ministre, oui, d'accord, la coordination de l'action gouvernementale, le portage de l'action de l'exécutif. De l'autre côté, en tant que président de l'Assemblée nationale, la coordination justement du contrôle de l'action gouvernementale et tout ce qui va avec. Mais deuxième personnalité de l'État après le président de la République. Mais c'est lui qui est en capacité, compte tenu des éléments dont il dispose, pour apprécier où est-ce qu'il pense être le plus utile par rapport à la réalisation de l'objectif de développement économique et social du Sénégal. Je disais dans une interview que j'ai faite hier, et je disais, il faut que j'y revienne parce que je n'ai pas terminé mon propos tout à l'heure sur cette histoire de bipolarisation, c'est-à-dire, vous partez dire aux Sénégalais, je suis centriste, en gros, je suis une alternative au sein de la mouvance présidentielle, je suis une alternative responsable, c'est-à-dire je ne bloquerai pas le travail du gouvernement, mais je serai là de manière responsable pour justement m'assurer que ce que vous avez, ce qu'on vous a promis là, on va le faire. Eh bien, je pense que peut-être il y a une subtilité qui était là, que certains n'ont pas capté. Peut-être que d'aucuns ont préféré l'original à la copie en disant s'il est de la mouvance présidentielle, bon,
la mouvance présidentielle, c'est le PASTEF qui est la locomotive, donc allons voter pour le PASTEF rek. Et ça, on peut le comprendre et l'entendre. C'est de deux choses l'une. Ou bien on revoit notre perspective, ou bien on fait plus d'efforts pour expliquer aux gens, faire plus de pédagogie pour que les gens comprennent comment on appelle ça, le positionnement politique que nous voulons avoir, qui consiste à dire, parce qu'en vérité c'est ça, comme j'ai dit, moi mon engagement politique, sincèrement, il n'a absolument rien de personnel. C'est un engagement qui n'est guidé que par la volonté de faire partie de ceux qui vont bâtir ce pays-là, sans prétention aucune, pensant que nous avons un certain nombre de connaissances dans divers domaines, où nous pensons que le niveau d'expertise que nous avons dedans, si nous étions en situation d'impacter, de pouvoir prendre des décisions qui peuvent impacter un grand nombre de personnes, notamment même presque la totalité des Sénégalais, nous sommes quasi certains que nous contribuerions au développement du Sénégal. Et c'est aussi simple que ça. Donc, et c'est pour ça que nous ne nous fatiguerons pas de continuer à essayer, parce qu'on n'attend rien de la politique. Et je peux vous garantir, les résultats, on a eu l'élection le 17 novembre. Oui. Jusqu'à 2 h du matin, comme tout le monde, j'étais là en train d'écouter. Mais à 8 h, j'étais à mon bureau le lundi matin. Et depuis lors, je travaille tous les jours. À 8 h, 8 h 30 au plus tard, je suis ici. Je suis là jusqu'à la fin de la journée, comme tout le monde. Et je vaque à mes occupations professionnelles. Je continue naturellement à faire des entretiens politiques parce que c'est normal. J'ai le virus maintenant qui est en moi, donc je suis piqué. Vous êtes devenu un politique maintenant? Oui, et je suis heureux de le devenir parce que j'ai toujours voulu l'être en vérité. Ouais. La seule raison pour laquelle je suis passé par la case entrepreneuriat, comme je le dis, je viens d'une famille modeste, d'un milieu modeste, et je ne voulais pas entrer en politique. Peut-être qu'il y ait un changement de niveau de vie et que les gens associent cela à quelque chose qui serait lié à des détournements ou à des abus sur les biens sociaux ou sur les biens publics plutôt, pardon. Donc j'ai d'abord voulu démontrer, étant un orphelin de père depuis l'âge de 17 ans, donc mon papa n'était pas là pour me laisser quoi que ce soit, il ne m'a rien laissé si ce n'est énormément une très grande éducation, des valeurs extrêmement importantes qui ont pu m'aider en tant qu'aîné à guider mes frères et sœurs, etc. J'ai une maman qui est femme au foyer. Quand j'avais l'âge de 12 ans, 13 ans, j'étais dans les rues de Guédiawaye à vendre du thon et de la mayonnaise, etc. pour ma mère. Donc cette expérience de vie sociale nous a tellement forgé qu'il n'y a rien qui peut nous émouvoir en vérité. C'est-à-dire, c'est pas à partir... Au contraire, moi je ne vois que le positif dans ce qu'on a fait. Personne, il faut vraiment se lever tôt et s'y prendre avec beaucoup d'énergie et beaucoup de détermination pour arriver à me démotiver dans ce que je fais. Et vous avez un parcours exceptionnel, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale va être installée le lundi 2 décembre. Juste après, certainement, et on va peut-être former un nouveau gouvernement. Quels doivent être les contours de ce nouveau gouvernement? Un gouvernement technocrate ou politique? Bon, moi je dirais juste un gouvernement de travail. Alors les gens ont tendance à dire technocrate ou politique. Ce qui est important, c'est qu'on mette des gens qui savent faire le travail qu'on leur a confié. Parce que si on donne des responsabilités à des gens juste parce qu'ils sont du même bord que nous, juste parce qu'ils ont une certaine proximité avec nous, en tout cas sur des critères subjectifs qui ne mettent pas en avant la qualification professionnelle et la capacité à porter, ça peut poser problème. Parce que l'objectif, la rupture, encore une fois, qui a été promise aux Sénégalais, elle ne peut émaner que du travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prestidigitation, il n'y a pas de magie qui va faire développer le Sénégal. Il faut que les gens le comprennent. Le développement du Sénégal ne peut pas passer par autre chose que par le travail. Donc, j'ose espérer que l'équipe gouvernementale qui va arriver, pour chaque poste qu'il faudra pourvoir, que ce seront vraiment les gens pour lesquels on aura pris le temps de nous assurer de leur capacité à exécuter, de leur capacité à réaliser. Et que quand on regarde leur track record, c'est-à-dire leur parcours, qu'on puisse se rendre compte que oui, ces gens-là, il y a ce que les Anglais appellent des achievements, c'est-à-dire des réalisations concrètes, tangibles, sur lesquelles tout le monde peut, personne n'aura à redire, et tout le monde peut être d'accord que oui, ces gens-là ont fait leurs preuves avant d'arriver en situation de responsabilité. On ne peut pas confier le destin des Sénégalais à quelqu'un qui n'a jamais rien réalisé dans sa vie. C'est-à-dire, c'est pas possible. C'est extrêmement important. Et donc, moi, la seule chose que j'attends, c'est ça. Je ne vais pas m'amuser à faire des pronostics, etc. La chose la plus importante, c'est que poste pour poste, à chaque fois, poste par poste, il faut à la place qu'il faut. Exactement. C'est ça qui nous permettra. Et avoir maintenant, justement, un animateur qui soit incapable de mettre en musique tout ça, parce que si on a les bonnes personnes, il y a des chances que ce soit aussi des fortes personnalités.
Et on a besoin de ça. Il ne faut pas avoir peur des gens qui ont une forte personnalité. On a besoin des gens qui ont du caractère, de la personnalité pour être capable de faire le portage qu'ils vont. Parce que ces gens-là, c'est aussi des capitaines. Quand on confie un ministère à quelqu'un, c'est tout un secteur qui lui est confié. Donc il faut que ce soit des gens qui ont le leadership qu'il faut. Le leader principal ne doit pas avoir peur de ces leaders principaux, de ces leaders qui sont en dessous de lui. Et lui-même doit avoir une autre capacité à l'idée des leaders. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Parce que gérer des non-leaders, c'est facile, plus ou moins. Mais gérer des leaders, c'est encore plus compliqué. Et donc, il faut être capable de composer avec une équipe de gens qui sont de talent, qui ont une détermination, une volonté, et surtout des gens qui aiment le Sénégal. Et pas des gens qui sont venus chercher à se positionner, chercher à se créer une situation. Alors, on va parler également de l'actualité judiciaire dans le domaine de l'énergie, votre domaine de prédilection. Il y a l'affaire West Africa Energy, dont le directeur général et l'ancien ministre Abdoulaye Wade, Samuel Sarr, est en maille avec la justice. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Alors, la première chose que je dis, c'est celle que j'ai dit à tous les journalistes, à tous les journalistes qui m'ont contacté. Je n'ai aucun mot à dire sur cette affaire, précisément sur l'aspect judiciaire qui défraie la chronique en ce moment. Parce qu'il s'agit, et non seulement qui est en cours, mais au-delà de cela, parce que d'abord, c'est une affaire entre deux actionnaires, ou entre actionnaires en tout cas, et management et actionnaires, etc. Parce que M. Sarr est à la fois actionnaire et également directeur général de la société. Donc, c'est le management, l'actionnariat, en interne, entre associés. Je n'ai pas les éléments qui me permettent de parler de cet aspect-là. Par contre, sur la question de West African Energy, la centrale elle-même, j'ai moi-même tenu une conférence de presse le 6 août dernier, dénonçant les violations flagrantes et les conditions, comment on appelle ça, illégales, dans lesquelles ce contrat a été formé. Et ça, personne ne me fera reculer dessus. J'ai personnellement même porté plainte, intuité personnelle contre la Sénélec, parce que je considère que la Sénélec étant une société nationale, elle appartient à tous les Sénégalais. Il était de son devoir de s'assurer que le contrat qu'elle est en train de signer va dans le sens de l'intérêt des Sénégalais. On ne peut pas laisser une option d'un Sénégalais qui s'appelle Moustapha Sen, qui a une société qui s'appelle ERS, dans laquelle Sénélec est actionnaire à 49%, qui est déjà en service, c'est-à-dire qui sait faire le métier de producteur indépendant d'énergie. Il vous propose le même projet, sur le même site, avec la même puissance. Vous laissez ça là, vous allez créer une société nouvelle avec des gens qui n'ont aucune expérience du secteur de l'énergie. L'un est dans le poisson, l'autre est dans le riz, l'autre est dans le capital investissement ou ce genre de choses-là, et l'autre est dans la grande distribution. Aucun des 4 principaux actionnaires dont on parle, et bien sûr M. Sarr paraît-il est également actionnaire, donc lui a une expérience du secteur de l'énergie en tant que gestionnaire, entre guillemets, de choses publiques. Mais il n'a pas l'expertise technique d'une centrale de production, encore moins de pilotage d'une centrale de production. Ça, c'est la réalité. Et nous sommes dans le secteur, nous le connaissons. Donc, ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas laisser quelqu'un qui est sénégalais. Parce que si on me disait que c'était un étranger, encore j'aurais pu comprendre. Mais Moustapha Sen, ERS, Energy Resources Sénégal, c'est une société qui existe depuis plusieurs années, dans laquelle Sénélec actionnaire à 49%, qui avait le même projet de faire un projet d'une centrale cycle combiné gaz, c'est-à-dire turbine à gaz, turbine à vapeur. Il avait dit 150 à 200 MW, mais qui peut faire 200 peut faire 300. C'est pas ça le problème. Nous sommes tous experts du secteur, on sait, c'est pas ça. Et aujourd'hui, avec ce nouveau projet, la Sénélec a combien de pourcentage? 15%. Alors la Sénélec laisse 40%. 49%. 49%. Pour aller prendre 15%. Pour aller prendre 15%. Vous pensez qu'il y a une nébuleuse dans Mais évidemment, pour moi, c'est ce que j'ai dénoncé. Je dis, il faut nous expliquer comment on peut justifier Sénélec a failli à sa mission. S'il s'agit de diversifier les revenus de Sénélec, qui était un des axes stratégiques qui a fait que Sénélec a pris aussi des participations dans Akili à 34%, dans Excelec avec feu Pape Alégé à son âme à 30%, et c'était quelque chose de très cohérent. ERS pour la production, Pape Alégé pour la distribution, Akili pour le dernier segment commercial, etc. C'est ça qui était la vision stratégique de Sénélec en termes de diversification des revenus. Ils avaient 49% de ERS, ils ont travaillé avec, ils ont fait leurs preuves. Ils avaient 30% de Excelec, ils ont travaillé avec, ils ont fait leurs preuves. Ils avaient 34% d'Akili, on a travaillé avec eux, on a fait nos preuves jusqu'en 2019 avant qu'un différend né de nulle part, factice, ait été monté sur un truc qui ne tient pas la route. C'est-à-dire, c'est un problème que on ne peut pas abandonner parce que c'est exactement la même chose. Alors, dans le cadre d'Akili, on n'a pas, comment on appelle ça, créé une nouvelle société.
Mais on a laissé tomber un projet avec Akili qu'on a saboté pour aller prendre une société israélienne qui s'appelle Powercom, chez qui on achetait plus cher et sans avoir de salariés. Vous avez des salariés dans une entreprise sénégalaise qui fait travailler des Sénégalais qui sont des pères de famille, des jeunes pères de famille, jeunes mères de famille, etc. C'est extraordinaire. Et l'histoire de West African Energy, c'est la même chose. West African Energy a été créé en novembre 2019. Vous vous rendez compte, au mois de mars, au mois de mai 2020, en moins de 5 mois, quelque chose comme ça, ils avaient déjà obtenu l'autorisation du conseil d'administration Sénélec de signer le plus grand contrat de l'histoire du Sénégal dans le sous-secteur de l'électricité. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a signé un contrat de 300 MW ici, jamais, ça n'existe pas. Vous créez une société avec des gens qui n'ont aucune expérience du secteur et vous leur donnez le plus grand contrat de l'histoire du Sénégal sur 25 ans. Et quand on fait le calcul suivant les conditions du tarif qui a été signé défini dans le contrat, parce qu'une centrale, il y a plusieurs paramètres. Il y a ce qu'on appelle la disponibilité de la centrale. C'est-à-dire si votre centrale ne tourne pas pendant l'année, vous avez des pénalités, on ne vous paye pas. Mais si elle arrive à remplir le taux de disponibilité au prix auquel ça a été convenu, c'est 3500 milliards minimum pendant 25 ans. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je raconte? C'est-à-dire que vous avez 4-5 personnes qui vont se partager 3500 milliards à raison de 140 milliards par an. Même si c'est le chiffre d'affaires, je vais être honnête, par rapport à ce que certains ont fait sur Akili en faisant croire que nous avions 187 milliards qui étaient rentrés dans nos poches alors que c'était le chiffre d'affaires. Ce que nous, on allait gagner en chiffre d'affaires sur 10 ans, sachant que nous-mêmes, on a financé le truc, le projet, c'est ça que des gens vont presque gagner en une année, 140 milliards, en une année. Pire, Sénélec n'ayant que 15% dans la société, on donne quand même une garantie inconditionnelle et irrévocable de l'État du Sénégal à des privés. C'est-à-dire, on a donné, West African Energy, l'État du Sénégal a donné une garantie souveraine. Un des instruments de garantie, l'instrument de garantie le plus sûr qu'on peut avoir quand on traite avec un État. Et on donne ça à une société qui n'est pas détenue majoritairement par des non, ce n'est pas des Sénégalais, par l'État, c'est-à-dire une société publique. Puisque c'est des Parce privés. que si c'est public, si c'est des privés, ils n'ont qu'à trouver, il y a plein d'autres mécanismes de garantie. Bien sûr. Maintenant, aujourd'hui... Vous vous rendez compte de ça? Oui, il disait que les travaux sont finis à 80%. 95%. 95%. Aujourd'hui, avec ces démêlés judiciaires, est-ce que cela ne va pas freiner l'envol de cette structure? De toute manière, la centrale étant déjà construite, comme on dit, le vin est tiré, il faut le boire. Mais ma position, c'est que l'État central devrait reconvoquer les actionnaires de cette société et leur dire voilà comment est-ce que nous allons procéder. Parce que vous avez signé ce contrat en toute violation de la loi. C'est-à-dire ils ne pouvaient pas signer ce contrat-là sans les autorisations qu'il fallait. Or, le contrat a été signé sans aucune autorisation légale. Ça, c'est l'autre violation gravissime. C'est-à-dire, vous signez le contrat, on vous dit avant de signer le contrat, il faut pas un an avant de signer le contrat, il faut disposer au préalable d'une licence de production et de vente d'électricité dans ce pays-là. Vous attendez un an après avoir signé le contrat pour demander cette licence-là. Mais ce contrat n'existe pas, vous n'avez pas le droit de le signer. En droit, il est nul et non avenu. Et donc, l'État aujourd'hui, s'il veut renégocier ce contrat, il y a une base solide pour démarrer. C'est le fait que ce contrat n'existe pas en droit parce que vous avez violé les lois et règlements du Sénégal. Ou alors que plus personne ne dise quoi que ce soit ici dans ce pays-là. C'est-à-dire, si les gens peuvent signer un contrat, engager l'État, donner une garantie souveraine, avant même d'avoir obtenu le document qui vous permet, suivant la loi qui était en vigueur à ce moment-là. Ce contrat n'existe pas officiellement. Donc oui, vous avez construit, c'est comme si vous aviez un terrain dont vous n'avez pas encore fini d'obtenir les papiers, vous construisez un immeuble et vous dites « oui, j'ai déjà construit mon immeuble ». Bon, vous avez construit l'immeuble, mais le terrain ne vous appartient pas. Ouais. Donc vous n'avez pas le droit de faire ce que vous avez fait. Maintenant, il y a toujours moyen d'essayer de dire « oui, on va régulariser le titre de propriété en vous donnant un titre de propriété formel ». Mais pour cela, il faut qu'on se mette autour de la table. Et c'est ce que je demande. Je pense que si on associe les gens qui doivent être associés à ces discussions-là, qui connaissent, parce qu'il ne faut pas se laisser influencer. On a le secteur de l'énergie est un secteur extrêmement sensible, d'abord pour le rôle qu'il joue, central dans toute l'économie, parce que l'énergie est à la base de tous les processus économiques. Première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un secteur fermé parce que c'est des spécialistes qui connaissent, tout le monde n'a pas le même niveau de maîtrise. Tu peux connaître une partie du secteur, mais avoir la vision globale, macro, microéconomique, les enjeux, alors en plus avoir un peu trouver les moutons à 5 pattes là, qui savent à la fois parler de la technique et la politique et des aspects économiques, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Et vous allez trouver des gens qui savent parler de la politique, vous allez trouver beaucoup de gens qui savent parler de l'économie, et l'économie est même différente de la finance.
Et vous pouvez trouver également des gens qui peuvent parler de la technique. Et même dans la technique, il y en a qui ne peuvent ne vous parler que de la production sans rien comprendre au transport, distribution et à la commercialisation. Donc si vous avez des gens, d'avoir la chance des gens qui, par leur parcours, maîtrisent toute la chaîne de valeur politique, parce pour avoir élaboré des lettres de politique de développement sectoriel, pour avoir élaboré des plans stratégiques pour des pays ici et pour l'UEMOA, pour avoir accompagner des sociétés d'électricité, donc auditer ça, regarder leur processus, comprendre exactement, pour avoir travaillé dans une centrale nucléaire, donc avoir assisté à la construction d'une centrale nucléaire à partir de rien du tout, moins 9,60 m jusqu'à plus 80 mètres. Si vous avez des gens qui ont eu cette chance d'être à la fois des ingénieurs qui connaissent la technique et en même temps qui connaissent des aspects politiques, qui connaissent parce qu'ils se sont documentés, ils se sont intéressés à la question, qui connaissent les enjeux économiques et financiers parce qu'ils sont devenus eux-mêmes entrepreneurs dans le secteur, etc. Si vous avez des gens comme ça, qui ont cette connaissance-là, je pense que vous ne devriez pas vous passer de leur connaissance et de leur expertise. Je ne dis pas moi, je ne suis pas seul, parce que l'unique, c'est Dieu. Personne n'est unique sur cette terre. Bien sûr. Mais à défaut de faire appel à des gens comme... À défaut de faire appel à moi, faites appel à des gens comme moi, qui sont capables de vous aider et de vous orienter sur ce qu'il faut faire et ne pas faire, notamment sur ce dossier-là. Moi, personnellement, je ne souhaite pas que les gens aillent faire... Notamment, M. Sarr, ce que je lui souhaite, ce n'est pas d'être en prison. Par contre, ce que je souhaite, c'est qu'on revienne à l'orthodoxie. Je ne veux pas que des gens abusent de leur proximité avec un pouvoir qui était là, en l'occurrence, pour se donner des facilités qui font qu'ils ont accès à quelque chose. Et justement, est-ce qu'on ne doit pas revoir le mode de fonctionnement et l'organisation de la Société nationale d'électrification, la Sénélec? Pour moi, la Sénélec, il faut véritablement, il y a un enjeu, un challenge majeur, il y a beaucoup de choses à faire. Sénélec est un outil formidable. Je salue également au passage les agents de la Sénélec, donc, que je connais pour la plupart, du plus haut au plus bas, mais il y a beaucoup à faire là-bas. Il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup de choses à revoir. Et je pense qu'on peut revoir sans remettre en cause les acquis sociaux des salariés, leur stabilité, leur projection en termes d'évolution de carrière, etc., etc. Mais tout en nous assurant, est-ce que vous vous rendez compte, rien que sur le sujet sur lequel Akili était en train de travailler, j'avais déjà annoncé en 2019 qu'on allait avoir, 2018 pardon, qu'on allait avoir entre 2019 et 2028 près de 1273 milliards de pertes dans le secteur. Quand j'ai annoncé ça, donc on dit oui, le modèle patati patata. Je dis, mais ce que je vous dis là, c'est indéniable. En 2023, quand j'ai fait la comparaison, on avait déjà atteint à peu près 560 et quelques milliards de pertes. Et factuel. Ouais. En comparant mon modèle avec les réalisations, c'est-à-dire les rapports d'activité de Sénélec. J'ai refait tourner le modèle, puisque son excellence vient d'être élu, pour juste voir pendant les 10 ans, si jamais il avait un premier et un second mandat, combien on perdrait si on ne fait rien, encore une fois, par rapport à ce qui était prévu de faire avec Akili. On va perdre 2150 milliards. Je dis bien, face caméra, puisque l'émission s'appelle comme ça, 2150 milliards à perdre dans les 10 prochaines années, entre 2024 et 2034, juste par des soucis d'inefficacité sur un segment bien précis que nous connaissons, sur lequel Akili avait proposé un projet qui allait permettre d'économiser des centaines de milliards. Projet développé par des Sénégalais, piloté par des Sénégalais. Au moment où je vous parle, vous avez, je ne sais pas si on peut dire qu'on est dans les locaux d'Akili, là où nous sommes, mais là où nous sommes, c'est nos locaux, et vous avez un projet que nous sommes en train de réaliser dans un pays qui est exactement le même que celui que nous devions faire ici. Évidemment, le pays là étant un peu plus petit en termes de population, donc ce n'est pas le même enjeu en termes de montant. C'est quel pays? La Mauritanie, en l'occurrence. La Mauritanie, d'accord. On a presque fini là-bas, la première phase de ce projet-là. Aujourd'hui, ils sont largement en avance sur le Sénégal. Largement. Ce qu'on devait faire ici. Et pourtant, nous, c'est en 2019 qu'on devait faire le projet ici. Nous, c'est en 2022 qu'on a signé le contrat. À début 2023 qu'on a commencé à travailler, à livrer les premiers compteurs. Et vers juin 2023, on a commencé à installer les premiers compteurs. Au moment où je vous parle, quasiment tout le gouvernement mauritanien utilise notre système. Au moment où je vous parle là, demain, j'ai une équipe qui doit partir là-bas, justement pendant 15 jours pour former les Mauritaniens, les équipes de la Sénélec, à s'approprier des outils que nous avons développés pour eux. Au moment où je vous parle, aujourd'hui en Mauritanie, quand quelqu'un achète de l'énergie dans son truc, comme nous, le WFALA, on appelait ça Mounsif, en arabe ça veut dire équitable, donc pour l'idée de quelque chose qui est une transaction équitable. Au moment où je vous parle, au moment où je vous parle, ici à Dakar, si quelqu'un avait un compteur à Nouakchott, il peut acheter de l'énergie tout de suite, et sans taper le code, l'énergie va directement, le crédit va directement et positionner directement dans son compteur. Ça n'existe pas au Sénégal actuellement. Ouais. Au moment où je vous parle, je peux être ici et consulter ce qui se passe en Mauritanie. Ça n'existe pas au Sénégal actuellement. Vous devez être devant votre compteur, vous ne pouvez même pas consulter tous les paramètres, vous pouvez juste consulter certains des paramètres. Nous, on vous donne accès à tous les paramètres que vous voulez.
Les gens pleurent que la facture d'électricité est chère. Akili a la solution à ça. Non seulement elle a la solution à ça à travers ce projet des compteurs intelligents qu'on nous a empêché de faire dans notre pays, qu'on est en train de faire. Et je vous dis, sur le Saint-Coran, la Mauritanie aujourd'hui est en avance sur le Sénégal sur ces questions. Dans le domaine énergétique. Non, pas dans tout le domaine énergétique. C'est-à-dire sur cette question précise des compteurs, des relations clients, de suivi de sa consommation, etc. C'est quelque chose qu'on devait faire au Sénégal en 2019, qu'on nous a empêché de faire, saboter le projet. Je vous dis que depuis 2023, on a déployé là-bas. Peut-être avec ce nouveau régime, vous aurez peut-être l'occasion de mettre en œuvre cette politique énergétique. En tout cas, si véritablement le patriotisme économique dont on parle, c'est vraiment ça le sens du projet. Si véritablement la souveraineté dont on parle, c'est vraiment ça le sens du projet. Si véritablement fabriquer des champions nationaux, c'est vraiment ça le projet, vous n'avez pas meilleur exemple que Akili aujourd'hui, sans prétention aucune. Alors, merci Amadou. C'est la fin de cette émission. Votre dernier mot? Merci à vous. Le dernier mot, c'est juste, comme j'ai dit, le PASTEF a été majoritairement plébiscité lors de ces élections législatives. Nous avons ensemble conquis le pouvoir exécutif. Ce pouvoir législatif, je souhaite qu'il amène un vent d'espoir. Il y a un vent d'espoir qui a été le vent porteur, mais je veux que ce vent d'espoir ne s'estompe pas. Je veux qu'il se transforme en un vent de fraîcheur. Que cette fraîcheur se traduise par le développement social et économique tant rêvé et espéré pour ce pays. Justement, je disais à l'instant, quand vous avez une société comme Akili qui vous dit je suis capable de créer 8000 emplois au cours des 10 ans, je considère que ça c'est, si vous en avez une vingtaine qui vous font ça, ça vous fait 160 000 emplois. Vrai ou faux? Imaginez maintenant la capacité de diversification que les gens pourraient avoir, parce qu'une fois que vous êtes en train de faire quelque chose dans un secteur que ça marche, ce que ça génère comme revenu, un entrepreneur en vrai ne se dit pas tiens je vais construire des immeubles, non, un entrepreneur en vrai se dit tiens il y a d'autres secteurs où mon pays a besoin de moi, il y a l'agriculture, il y a ceci, il y a cela, je vais y aller, je vais investir. Donc véritablement c'est d'espérer que ce vent d'espoir ne s'estompe pas, qu'il ne se transforme pas en une zone de turbulence, qu'il soit un vent stable, stationnaire et qui, comme j'ai dit, vient avec de la fraîcheur. Merci beaucoup Amadou Ly. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise, président du parti politique Yeesal en marche, qui veut dire Renouveau en marche, et également candidat aux dernières élections législatives. Merci aux téléspectateurs d'Afrique 1. Rendez-vous prochainement pour un autre numéro face à la caméra. Merci, au revoir.